lion que tout le monde connaît comme étant l'emblème du Cameroun. Ça vient de chez moi. À la base, nous avons un lien fort avec la nature, sauf que aujourd'hui, on constate que certaines espèces disparaissent. Le pangolin chez nous, quand on recevait des invités de marque, le pangolin géant là, c'est ça qu'on offrait. La dernière fois que j'ai vu un pangolin géant, il devait avoir 7 ans. Aujourd'hui, c'est une espèce protégée. Je crois que c'est l'espèce la plus braconnée au monde. D'ailleurs, chez nous, ça a disparu. Dans le BAM, dans la savane, ça a disparu. Donc, mon intérêt ici, c'est de voir quelle est la cause de la disparition de certaines ressources. On a dit les peuples de la forêt vivent de la chasse, c'est vrai, mais il y a la cueillette, il y a le ramassage, il y a la pêche. Je m'intéresse principalement à ces techniques-là. Comment est-ce qu'on peut les valoriser? Pour revenir un peu à ce que disait maman Hélène, on peut avoir des savoirs, on peut avoir des ressources, mais si on ne les valorise pas, ces ressources-là peuvent mourir, elles peuvent disparaître. Et elles peuvent aussi être polluées. Polluées pourquoi? Parce que mon travail vise à valoriser la campagne touristique du parc national de l'OBP. Et si on n'a pas de choses à proposer à ceux qui vont arriver, ils vont nous proposer autre chose. Ce que nous avons comme nourriture, c'est ce que j'essaie de valoriser. Donc pour essayer de résumer mon travail, c'est pour éviter les questions techniques que chacun essaie de se retrouver. C'est vrai qu'il ne peut pas traduire en toutes les langues, mais je vais essayer quand même de résumer en photo. Bon, mon travail se résume en 3 grandes parties. On va faire quelques remarques sur la cuisine en général, bon, l'ancrage théorique et la technique de collecte de données, le lien entre les relations internationales, la conservation de la biodiversité et la cuisine. Ça, je vais essayer d'être précis là-dessus. Le potentiel culinaire autochtone de la périphérie du parc national de l'Obéké, comme étant un éventuel levier du développement durable et interculturel. Je vais encore préciser là, en donnant peut-être la définition que tout le monde devrait connaître du développement durable et pourquoi on ajoute interculturel. Donc j'aurai le temps de revenir là-dessus. En 3e partie, on va aborder les perspectives d'avenir, comme de la transmission. Quelles sont les initiatives qui sont prises et une conclusion sommaire. Bon, déjà, je voulais faire quelques remarques générales sur la cuisine. C'est un art. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord que ce n'est pas tout le monde qui sait cuisiner. Et on ne transmet que ce qu'on a reçu. Ce sont des techniques exactement comme dans la musique. Parfois, ça ne se transmet même pas des gènes. Ce que je vais vous présenter comme plat ici, je tiens à préciser, je les ai fait moi-même. Je ne suis pas cuisinier, mais j'ai une maman diététicienne qui n'a pas eu de fille, soit dit en passant, et elle avait besoin de transmettre ça à quelqu'un. C'est une passion, c'est devenu quelque chose que j'aime faire, qui aujourd'hui me permet de parler des relations internationales, et j'aurai l'occasion de présenter encore là-dessus l'intérêt pour les relations internationales. La cuisine autochtone, là encore, j'étais très content d'écouter la présentation de Mme Hélène. C'est une cuisine qui utilise ce qui nous entoure de façon responsable. À l'époque, on sait que quand tu avais besoin de quelque chose, tu sortais juste derrière, tu prends exactement ce dont tu as besoin et tu le prépares. Mais aujourd'hui, on est influencé par ceux qui viennent d'ailleurs, qui parfois mettent cette pression économique sur ce qu'ils veulent en plus. Donc ça fait que tu es parfois obligé d'aller encore plus loin pour prélever des ressources. Ça, c'est un cuisinier québécois, comme pas des peuples autochtones. Les Indiens sont des peuples autochtones. Et au Canada, par exemple, ils sont beaucoup plus avancés sur les questions comme la cuisine. Ils ont des restaurants typiques où on présente de la cuisine. Et surtout, même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'ils ont de gustatif, au moins le côté autochtone, il est valorisé. Donc, mon idée est d'arriver à ça, qu'on comprenne que la cuisine, ce n'est pas juste manger, c'est un outil. Il faut pouvoir valoriser ce qu'on a comme ressources culinaires. Dans la tradition africaine en général, quand vous recevez quelqu'un, vous lui offrez à manger. Ça, c'est dans toutes les cultures. Mais qu'est-ce qu'on offre à manger? On était au déjeuner tout à l'heure. Moi, j'avoue que depuis mon premier atelier ici, je suis toujours sur ma faim. Pourquoi est-ce qu'on ne présente pas les plats typiques d'ici?
moi je pose toujours la question. Peut-être qu'avec le temps, on va arriver à ça. Pour les relations internationales et la diplomatie, le protocole diplomatique chez nous veut que pour négocier des accords, parfois c'est juste un présent. Les principaux présents dans les relations internationales, c'est ce qu'on appelle les ACAP. C'est une réception. Et pour avoir assisté à plusieurs ateliers, à plusieurs fêtes étrangères, chez les autres, quand les Chinois vous reçoivent, pour ne citer que ce cas-là, si vous avez 10 menus, probablement 8 seront d'origine chinoise. Et que vous ne voulez pas, vous allez participer à ce que dans les relations internationales on appelle le pouvoir doux, le soft power. C'est la culture, c'est la cuisine, c'est la musique, ce sont les langues. Vous assistez à un atelier chinois, vous allez sortir, vous allez au moins maîtriser ou bien entendre un mot en chinois, en mandarin, comme on l'appelle. Donc, l'intérêt pour moi, c'est un peu dans l'ensemble, de faire en sorte que notre culture, notre cuisine puisse avoir ce pouvoir-là. Sur le plan méthodologique et la technique de collecte, je suis allé sur le terrain. Et ça, par exemple, la photo que vous voyez, je l'ai prise au niveau d'un barrage, au niveau de Mongwe. Il y a un papa qui fait la pêche là-bas. Et sa technique m'a vraiment impressionné. Tout ce qu'il utilise, ce sont des matériaux, c'est du bois. Et il trouve le moyen de canaliser les poissons. Mais sauf que, c'est vrai que là, je n'ai pas pris un angle où vous pouvez bien voir le barrage. Il laisse un passage pour les petits poissons. Comme on disait là, il pense à faire de la pêche durable, sans le savoir. Parce que c'est un papa. Il a eu depuis toujours, il sait que quand tu vas pêcher, tu ne vas pas prendre un petit poisson, un bébé, qui va se mettre comestible dans 2-3 mois. Il laisse un passage et il y a une orientation pour prélever uniquement ceux qui sont déjà comestibles. Il m'a parlé de son problème. Il n'y a pratiquement personne qui s'intéresse à ce qu'il fait comme travail. Donc, ma méthode, c'est un peu, pour résumer, l'approche systémique. Je ne veux pas être trop long pour expliquer ça, mais en fait, il faut voir la conservation de la biodiversité comme un cercle. Et c'est dire que pour comprendre les problèmes de la conservation de la biodiversité, il faudrait pouvoir voir les éléments, ce qu'on appelle les éléments dans l'approche systémique. Et l'élément pour moi qui rassemble tout ce qu'il y a comme problème dans la conservation de la biodiversité, c'est la consommation. Qu'est-ce que nous consommons? Comment nous consommons? C'est ce qui influence, ce qui va entraîner des conflits, par exemple, entre les populations locales, la conservation de la biodiversité. Parce que aujourd'hui, on ne consomme plus uniquement ce qui est bon pour nous, mais il faut vendre, par exemple. Il faut pouvoir gagner de l'argent. Et la technique que j'ai choisie, ce sont essentiellement des photos. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre tout ce que je vais dire, mais je suis sûr qu'avec des photos, on brise les barrières de la langue. Donc j'espère que dans ce que je vais vous présenter comme photo, chacun pourra comprendre le message que j'essaie de passer. Donc pour faire le lien entre les relations internationales et la conservation de la biodiversité, je crois que ce tableau résume à suffisance. Ça, c'est le tableau des 17 objectifs de développement durable. Et la cuisine dont je veux vous parler fait allusion déjà au premier objectif, pas de pauvreté. Il est question de valoriser ce qu'on a comme cuisine et vous allez voir, c'est possible de gagner de l'argent à partir de la cuisine. Fin zéro. Moi, je vous dis, depuis que je suis ici, je passe des jours, parfois je ne mange pas. On est en pleine forêt avec tout ce qu'on a comme ressources. Ça ne devrait pas se faire. Bonne santé. Je tiens à préciser, tous les menus que j'essaie de faire ressortir, je me rassure qu'ils sont déjà bons pour la santé. Qu'on puisse avoir des produits biologiques dans tout ce que j'essaie de présenter. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est là sera forcément diététique, si on peut dire ça comme ça, mais l'idée, c'est de stimuler déjà ça. Des produits qui prennent en compte le côté social, l'économie, l'environnement. Et le troisième pilier que j'ai essayé d'ajouter, c'est le côté culturel. Vous allez le voir, certains plats ont une valeur qui dépasse la valeur économique. Dans certains pays, vous ne pouvez pas, je
prends un cas simple. On a mangé des pâtes là aujourd'hui. Les pâtes sont italiennes. Et chez les Italiens, vous ne pouvez pas préparer les pâtes n'importe comment. Il y a des valeurs culturelles derrière. Quand vous arrivez dans les pays italiens, ces pâtes sont faites de façon traditionnelle. Elles sont pétries à main. Vous ne pouvez pas manger avec certaines associations. Ça ne se fait pas. Donc je voulais vraiment que le côté culturel de ces plats-là puisse être mis au jour. Bon, pour le potentiel culinaire autochtone de la périphérie du PNL, comme étant un éventuel levier de l'économie, je voudrais vous présenter quelques produits phares que certainement tout le monde ici connaît et qui pour moi ont une valeur pas encore connue et que peut-être on pourra mettre en avant. C'est un ustensile, parce que également la cuisine s'accompagne de certains outils. Si vous voulez faire, je vais dire quoi, on prend le cas du couscous. Si vous décidez de tourner le couscous par exemple avec un truc en aluminium, vous allez fausser quelque chose. Ou bien si vous décidez de faire le plantain pilé, vous l'écrasez à la machine. On voit un peu où je vais arriver, ça ne passe pas. Ces ustensiles-là font partie de ce que j'appelle le potentiel culinaire. Et il y en a ici. Les menus, j'ai identifié quelques menus que j'ai essayé de présenter différemment avec ce que j'appelle le dressage bio. C'est rien de compliqué en fait. Donc c'est juste l'utilisation de ce qu'on a comme matériaux dans nos forêts. Ce qu'on appelle, il y a certains produits là, je crois que les forestiers maîtrisent mieux les noms scientifiques. Mais chacun ici va reconnaître au travers des images. Il y a les feuilles de bananier là. C'est ça que j'appelle le dressage bio. Donc c'est rien de compliqué en fait. Comme produit, je dis ensemble, moi je préfère donner le nom connu. Il est consommé dans pratiquement tout le Cameroun. Je l'ai vu ici, il est exploité. Mais sauf que la manière dont il est commercialisé, par exemple, reste, je vais dire, traditionnelle. Aujourd'hui, les produits qui ont une telle valeur économique doivent être certifiés. Je le dis parce que si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire. Le Ndjansang, par exemple, Ndjansang, je vais dire, prenons le cas de Mambélé. Le Ndjansang de Mambélé, et il est commercialisé avec cette appellation-là. Ça fait que même s'il se retrouve n'importe où dans le monde, on est sûr que déjà il y a le côté culturel qui est vendu derrière le produit. Il y a le côté économique, il y a une très grande valeur économique derrière quand on certifie déjà un produit. Ça, c'est notre produit que j'ai trouvé, poisson courant, qui fait des décharges électriques là. J'ai découvert par exemple que c'est un poisson qui a déjà, comment on dit, c'est l'iode, qui est déjà salé en fait. Il peut se cuisiner sans réel ajout de sel. Et dans la cuisine moderne, quand vous savez qu'aujourd'hui on évite au maximum de sel, c'est un produit diététique. Et sur le plan touristique, ce que j'ai voulu mettre en avant aussi, les touristes quand ils arrivent, ce qu'on appelle les écotouristes, c'est vrai qu'on ne va pas s'étendre sur d'autres parallèles comme le disait. Donc il y a une valeur derrière, c'est ce que je voulais dire. Le coco, que tout le monde connaît. Cette chenille-là, par exemple, je ne sais pas si tout le monde la voit. C'est une chenille jaune. Jaune là. Kanga. Les crevettes. Je crois que tout le monde sait d'où vient le nom Cameroun. On a des crevettes ici. Je crois que si nous, comme d'ailleurs le nom Cameroun est venu des Portugais, on va encore rester là, on va attendre quelqu'un d'autre va venir donner un nom à ces crevettes-ci. C'est de ça que je voulais parler. Ces produits ont une valeur, mais il faut un accompagnement. Qu'on sache que ce sont des crevettes d'ici. Les escargots se mangent dans le monde entier. Mais comme on parlait encore de la transmission, aujourd'hui on prélève, moi j'ai fait mes recherches de Molodo jusqu'à Momboué. Je crois qu'il y a certaines qui m'ont hébergé même pendant mes travaux. Les escargots, on ne peut plus les repayer comme on le faisait avant. La maîtrise de la reproduction des escargots. Aujourd'hui, il y a toute une école qui forme dans la culture de ces escargots-là. Aujourd'hui, on va manger les escargots, mais après, juste quelques temps, ils ont disparu. Et même si on ne se rend pas encore compte, la manière dont on les consommait avant, ce n'est plus la même. À peine 1 ou 2 mois, il n'y
plus. Et ces escargots, précisément les escargots qu'il y a dans les zones de forêt, les gros escargots là, ils ne se reproduisent pas comme les autres. Donc c'est des produits qui pour moi devraient être pris en compte dans plusieurs autres stratégies. Ça c'est la mangue sauvage. J'ai aussi fait la remarque qu'elle est présente ici, elle est exploitée, mais elle est très peu consommée, du genre. Oui. Parce que ce produit a une valeur beaucoup plus importante sur le plan économique. C'est un produit qui est utilisé dans la cosmétique, dans plusieurs autres domaines. Mais chez nous, on ne le transforme pas. On le prend à l'état brut. C'est un manque à gagner économique énorme. C'est des produits qui, s'ils sont transformés, juste au troisième niveau. Donc, comme ils sont là, c'est dans une première transformation. On transforme, après on écrase, on extrait peut-être 2 ou 3 éléments, que ce soit l'huile, ça permet de créer une activité économique, ça permet d'avoir plus de valeur. Bon, ça c'est le couscous, le soussou, comment on appelle? La petite aubergine là, avec laquelle on fait le soussou. Pendant qu'on déjeunait, j'ai vu certains demander où se trouve le soussou. Moi aussi je l'attends. Ça c'est le poivre noir. C'est aussi un autre produit qui pour moi devrait avoir plus de vue. Dans la cuisine moderne, les seuls assaisonnements, ça je vous l'ai dit, qui sont valorisés, juste un peu de sel et du poivre. On connaît le poivre de Penja aujourd'hui. Sa particularité, c'est quoi? C'est peut-être sa composition, son petit goût particulier. Le poivre noir, c'est une valeur sûre de la cuisine. Il y en a ici. Mais très peu l'utilisent. Parce qu'on a pris l'habitude d'utiliser ce qui vient d'ailleurs. Déjà, ce sont des produits que si on met en avant, on pourra certainement avoir une plus-value. Pour les ustensiles, c'est vrai que là, je n'ai pas détaillé. Mais par exemple, la planche là, la planche avec laquelle on écrase là, ailleurs on utilise la pierre. Et on sait un peu quand tu écrases la pierre, il y a des particules qui restent. Ceci c'est naturel, la boule là, c'est un fruit. C'est des valeurs qu'il faut mettre en avant derrière cette cuisine là. La natte par exemple, la manatisse, c'est du naturel. Dans presque toutes les cuisines, ce sont des produits qui, si on ne valorise pas, bientôt dans nos cuisines, on va trouver uniquement des trucs en plastique, des trucs en fer. Pourtant, c'est des produits qui, s'ils sont mis en avant, comme je dis encore, la planche, moi je l'avais vu, je ne l'avais jamais vu. Le truc avec lequel on écrase pour faire le belay, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. Oui. Je ne l'avais jamais vu. Mais c'est un ustensile qui peut être mis en avant dans la valorisation culturelle des produits. La planche à découper dans la cuisine moderne, comme je dis encore, les chefs cuisiniers recherchent des trucs authentiques. Dans d'autres cultures, chez moi, on mange le porc, on appelle le porc. Mais ça se coupe à la main. Et c'est un côté, il y a une valeur culturelle derrière, parce que les femmes, par exemple, faisaient preuve de dextérité. Comme on parlait de l'aspect de la beauté. Chez les femmes, celles qui réussissaient à couper le porc à la main, et parfois de la façon la plus rapide, c'était celle-là qui était une femme de valeur. Ici, on coupe à la planche. Ce sont des choses qu'il faut mettre au devant. La planche à découper peut être commercialisée. J'ai commencé un travail là-dessus avec le garçon que vous voyez là. Lui, son papa faisait ses mortiers et ses pilons là depuis toujours. Et il est décédé, sauf que maintenant, les mortiers et les pilons, par exemple, peuvent faire 10, 20 ans. Nous, on est nés, on a trouvé des mortiers dans nos familles. Oui. Et parfois, vous faites, si tu vas vendre un mortier à une famille après 10 ans, sur le plan économique, il y a un problème. Ce jeune homme, moi je l'ai rencontré, il m'a expliqué son problème. Il n'arrive plus à vendre ce que son père lui a appris. Son père lui a appris à faire le mortier et le pilon. Ce que je lui ai montré par exemple comme astuce, vous voyez ce qu'il y a à côté, la spatule. C'est quelque chose de simple à fabriquer. Je lui ai dit non. Et c'est des produits qui, sur le plan économique, peuvent te rapporter quelque chose. On a encore la chance d'avoir un parc, une visibilité telle que le parc national de l'Olympie. Il faut pouvoir mettre tout ça en avant, mettre en ensemble, mettre des produits avec des petites signatures comme celle-là. Ça, c'est ce qu'il a fait pour moi, pour valoriser peut-être le côté touristique et tout. Pour les menus, j'ai identifié le soussou. Par exemple, à première vue, c'est
c'est pas ce qu'il y a de plus joli comme menu. Et même au niveau du goûter, j'avoue que ma première bouchée était. Ça m'a un peu secoué. On ne met pas de sel, on ne met pas rien du tout, uniquement comme il est là. Mais sauf que pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, si vous avez peut-être des étrangers d'une certaine notoriété, vous devez recevoir. Moi, je comprends ça. Si vous leur présentez le sous de cette manière, je ne suis pas sûr que, même s'ils goûtent, ils ne vont pas trop être tentés. Pourtant, c'est un produit, moi, je l'ai pris. J'avoue que je suis conquis. Sur le plan diététique, j'étais souffrant. Quand on me l'a fait goûter, on me disait non, il faut prendre, tu vas voir toi-même et tout. Je l'ai pris et j'ai pu voir que c'est un produit qui a des vertus et qui est bon à la longue. C'est vrai que le goût amer. Et voici ce que j'ai décidé d'en faire, par exemple. Ça, c'est une présentation que j'ai fait au niveau d'un hôtel. C'est toujours le même sous-sous. Je n'ai rien changé. Juste que ça, c'est présenté avec du bambou de Chine. La présentation avec le drapeau, ce sont les mêmes aubergines là. Vous savez qu'il y a des verts, il y a des rouges, il y a des jaunes. Oui. C'est uniquement ça qui est là. La présentation, c'est le même plantain, mais dressé dans le bambou de Chine. On peut faire des trucs simples. L'hôtel où j'ai fait cette présentation s'est montré très intéressé. Juste qu'il faut qu'il y ait un suivi. Moi, par exemple, je ne suis pas artisan. Mais c'est moi qui ai monté ce petit gobelet là, avec le bambou de Chine. C'est des choses que moi j'essaie d'impulser. Qu'il y a des gens qui sont des détenteurs de ces savoirs, de l'artisanat. Ils peuvent orienter leurs travaux vers des trucs qu'on a ici. Le bambou de Chine, vous l'avez vu, il est un peu partout là. Oui. Le coco, que tout le monde mange. Aujourd'hui, on a eu, très peu savent qu'on peut faire le coco. Avec, en le présentant de cette manière, moi je l'ai mangé plusieurs fois là. Certains, j'ai même vu manger avec la fourchette. C'est complètement contre-culturel. Vous ne pouvez pas manger un produit traditionnel de la sorte sans mettre en avant tout son paquet culturel. Donc j'ai voulu faire ceci en présentant sous des feuilles de bananier à l'idée de mettre en avant ce produit qui est consommé dans tout le département. Ça, ce sont les chenilles séchées. Les chenilles du sapelier là. Du sapelier. Voilà. Tout ce que vous voyez, c'est la composition du lait en fait. Donc c'est un peu d'arachide. Ça, c'est la menthe sauvage. C'est qui a transformé en pâte. Transformé en pâte déjà. Mais sauf que la manière dont on présente encore, comme je dis, c'est vrai, ce sont des chenilles. Les chenilles ont ceci de particulier, sont riches en protéines. À valeur égale, comparé à la viande de bœuf par exemple. Sur le plan nutritif, c'est beaucoup plus riche. Sauf que la présentation, c'est souvent le visuel qui fait problème. Souvent, on voit c'est la chenille, on se dit, mais j'ai essayé aussi de faire un travail là-dessus pour que ça donne ceci par exemple. Pareil. Et l'idée, c'est de mettre, comme je disais toujours, d'utiliser l'image de ce qu'on appelle valeur ici, le PNL. Toujours la même nappe que vous avez vu ici tout à l'heure, prend une toute autre valeur ici. L'idée, c'est de mettre, vous voyez les nappes, comme on met les nappes là pour se dresser à manger là. On peut utiliser des produits naturels pour remplacer les nappes en plastique qu'on a l'habitude de mettre. Là, c'est le poisson courant dont je vous parlais. Dans un mets, simplement, sans rien ajouter. Sans rien ajouter. Là, il est présenté. L'idée ici, c'est de montrer que vous pouvez faire une excursion touristique. C'est un aspect que je tiens à valoriser parce que j'ai également écrit un article sur la gestion intégrée durable des déchets. Je tiens à ce que dans chacune de mes présentations, qu'il y ait le moins possible d'effets négatifs pour la nature. Vous faites une présentation, vous faites une excursion, par exemple, sur un cours d'eau. Vous finissez de manger, vous pouvez juste pousser tout ce qu'il y a là. Vous êtes sûr que vous participez plutôt à l'alimentation. Vous n'avez absolument rien fait comme impact négatif au niveau de l'environnement. C'est ça l'idée derrière. Donc, je sais dire que dans la manière de prélever le poisson, il faut qu'on pense à prélever durable, mais même dans la manière de le consommer. Qu'on consomme en pensant durable, en pensant équitable et tout ce qui va avec.
ce produit, le fruit de la passion, je ne l'avais jamais goûté avant d'arriver ici. Et c'est pendant la journée internationale des peuples autochtones là, je suis allé, j'étais d'abord curieux de voir que ce produit est aligné avec les écorces. J'ai demandé pourquoi, et ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un fruit qui a la particularité de nettoyer le sang. On connaît dans le monde, on connaît le fruit de la passion, mais souvent on ne le voit pas. Je l'ai goûté, et mon premier conseil était qu'il a beaucoup de pépins. Très souvent, ça pose problème parce que pour sucer tout ça, c'est un problème. Mais il est bon. Ce que j'ai eu comme idée, c'est par exemple d'en faire un cocktail. C'est quelque chose de très simple. Avec une bouteille comme celle-là, vous prenez juste les pépins là, vous mettez dans une bouteille, un peu d'eau, vous secouez, vous tamisez, ça fait un jus naturel pour donner à peu près ceci. Là encore, la pipette, c'est du bambou de Chine. Je n'avais pas encore pu fabriquer mon bol là avec le bambou de Chine. Mais ça aussi, l'idée c'est que on sache que c'est possible. Le bambou de Chine, vous voyez tous la petite tige là, vous coupez deux extrémités, vous avez une pipette. Là à l'intérieur, ce qu'on a à l'intérieur, c'est la confiture de goyave. Ça. Tout ce qui est à l'intérieur là. À ce moment-là, les goyaves est tombé partout là. C'est des choses qu'on peut faire et qui se vendent bien. C'est pas compliqué en plus. Donc, l'idée c'était de mettre ces produits de saison. Je voulais encore préciser. Des produits au moment où ils sont disponibles. Les chenilles, rôtis. Moi j'ai vu qu'on préparait ça, j'ai hésité à goûter. Parce que ça aussi c'est des choses qu'il faut pouvoir dire. On a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à hauteur. Les relations internationales, ce sont des relations d'équilibre. Si on n'arrive pas à mettre notre cuisine au niveau où il soit bien apprécié, il va rester notre cuisine. Ce ne sera pas un outil. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. L'idée c'est qu'on puisse vendre l'image de ce qu'on a l'habitude de consommer tous les jours et les autres seront poussés à les consommer. Mais sauf que j'ai fait quelque chose d'autre avec. Pareil, ça c'est la feuille toujours de bananière, la feuille de. Comment on appelle? Marantacea. Marantacea, présentée toujours dans du bambou de Chine. Bangombo. À côté, oui, c'est la même chenille, sauf que présentée différemment. Autre chose aussi sur le plan diététique, il y a des personnes qui font par exemple des allergies à certains nutriments, comme la chenille, il y en a qui ont des poils là qui sont irritants. Des éléments simples que la nature nous donne ici, l'ail par exemple. Quelle que soit la forme d'attaque que vous pouvez faire, prendre juste une goutte d'ail pour mâcher. Pour le goût, certains ne supportent pas le goût parfois fort de certains produits qu'on a. Vous pouvez juste un bout de citron. Ou quand il prend, si peut-être la personne trouve que ça ne passe pas, juste un bout de citron. C'est des petites astuces que j'essaie de mettre en avant qui sont appréciées, qui sont acceptées ailleurs. Parce que vous allez faire venir quelqu'un ici, vous allez lui présenter un menu dont vous êtes fier. Mais après la personne fait une allergie, ça fausse tout ce que vous voulez faire. Comme on parlait des perspectives d'avenir, pour moi, l'avenir, c'est ce que vous voyez sur cette photo. Je regrette beaucoup que, par exemple, au niveau des femmes, qu'il n'y ait pas encore assez de représentativité. J'apprécie toujours le fait que ma mère Hélène soit toujours aussi motivée dans ses présentations. J'apprécie beaucoup parce que ce que moi je crois, c'est que ceux qui vont devoir mettre en pratique ce que nous on fait comme recherche aujourd'hui, ce sont ces enfants. C'est ceux-là qui devront absolument prendre conscience. Nous aujourd'hui, moi je fais ce que je fais aujourd'hui, probablement un jour ou l'autre je serai amené à partir. Mais si ces enfants ne gardent pas cette mission-là, certainement ça va être un travail qu'on va devoir répéter encore et encore. Et les mamans principalement ont cette particularité dans la transmission. C'est vrai, nous les hommes, on sait, c'est l'homme qui dirige la maison, mais très souvent c'est la femme qui impulse. Les enfants, si on doit les impliquer au processus de conservation, c'est maintenant. Pour y arriver, j'ai monté un projet.
reboisement, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux organisations locales. Le projet c'est Covid du PNL. Bon, je vous rassure, ce n'est pas Covid. C'est Covid, communication visuelle et intégrée du PNL. Le projet a trois articulations majeures, juste pour briefer. Ça, c'est un projet que j'ai présenté justement à certains partenaires, notamment la GIZ, pour trouver des financements. Ça, c'est un autre aspect. L'idée, c'est de mettre en avant les questions de genre. Que les femmes soient intégrées dans les processus de conservation. L'idée, c'est de reboiser. Parce que tout ce qu'on va présenter là comme valeur culturelle, dans probablement 10-20 ans, même les chéniers qu'aujourd'hui on trouve comme étant disponibles, vont probablement disparaître. L'idée, c'est de reboiser utile. Mettre sur pied un processus de reboisement par les enfants. Ça aussi, c'est un aspect que je tiens à valoriser dans ce projet-là, qui est une communication visuelle, qu'on met un accent sur tout ce qui est visuel, mettre des photos en avant, pour briser un peu les barrières de la langue. Comme autre perspective plus directe, aujourd'hui, nous pouvons mettre en avant ces produits, nos produits culinaires. Il y a ce qu'on appelle les roll-ups dans les affiches publicitaires. Aujourd'hui, on peut mettre en avant les produits du terroir, les produits d'ici, par la vitrine du parc national. Vous savez déjà qu'il y a un festival qui est en train de se préparer. Aujourd'hui, on peut mettre le coco. Le coco est vu dans le monde entier, le coco d'ici, parce qu'il est mangé aussi ailleurs. Mais aujourd'hui, on peut être vu ailleurs différemment parce qu'on a comme valeur culturelle. Pour finir, pour ne pas être trop long, j'ai essayé de retenir quelques leçons à tirer. La première est que la cuisine stimule